Imaginez, il y a 24 000 ans, la blancheur infinie des steppes russes. Le soleil se couche et les thermomètres s'effondrent verticalement à moins 45 degrés, alors que le vent cingle votre peau comme un millier de lames de rasoir. Chaque souffle dans vos poumons laisse un résidu de glace. Votre corps sonne l'alarme. Le réflexe de frissonnement fait travailler vos muscles jusqu'à la déchirure. Mais vos réserves d'énergie sont sur le point de s'épuiser. Vous devez maintenant affronter un paradoxe mental. Vous devez dormir pour que votre corps ne s'effondre pas. Mais dès que vous vous endormez, votre métabolisme ralentit, votre température corporelle chute et le processus de congélation commence. C'est le piège le plus cruel que la biologie vous ait tendu. Les films vous ont montré des hommes primitifs, dormant autour d'un feu allumé, au hasard dans une grotte. Mais ils ont menti. Dans ces conditions, le hasard signifie la mort. Ceux qui ont survécu n'étaient pas les chanceux, mais ceux qui ont transformé leur espace de sommeil en laboratoire thermodynamique. Cette nuit, nous entrons au cœur de la merveille d'ingénierie la plus complexe de l'ère glaciaire. Le système qu'ils ont mis en place pour dormir dépendait de protocoles aussi précis que ceux d'une station spatiale. Abonnez-vous, la vraie science de la survie commence. À ce stade, le temps n'est pas un ami, mais un compteur impitoyable. Dès le coucher du soleil, votre budget thermique fond seconde après seconde. Au repos, un corps humain produit environ 80 à 100 watts de chaleur, mais le froid extérieur aspire cette énergie comme un aspirateur. Pour l'homme de l'âge de glace, l'équation est simple. Sa consommation de protéines était limitée à environ 1200 calories par jour. Une consommation supérieure entraînait une intoxication à l'ammoniac dans le foie. Il ne disposait donc pas d'une énergie illimitée. Chaque calorie brûlée était un investissement vital. Dans les 30 premières minutes de sommeil, la température centrale du corps commence à baisser. Si l'isolation n'est pas correcte, le corps passe automatiquement en mode thermogénèse sans frisson. C'est la dernière ligne de défense où le tissu adipeux brun s'active pour brûler les dernières réserves d'énergie stockées afin de garder les organes au chaud. Mais le coût biologique de cette défense est très élevé. Survivre jusqu'au matin peut signifier ne plus avoir l'énergie nécessaire pour chasser le lendemain. Le système devait donc fournir une isolation si parfaite que le corps n'aurait pas besoin de dépenser d'énergie. L'ingénierie qui entre en jeu ici est l'héritage de milliers d'années d'essais et d'erreurs, c'est-à-dire l'héritage de milliers de cadavres gelés. Le sol est le plus grand ennemi, car la Terre absorbe la chaleur bien plus vite que l'air. Pour stopper cette perte de chaleur par conduction, une solution ingénieuse a été développée, comme on le voit sur le site de fouilles d'Ohalo 2 en Israël. Se coucher directement sur le sol est un suicide. Au lieu de cela, ils ont étalé une fine couche d'argile sur le sol et y ont collé des touffes d'herbe pour créer une couche d'isolation composite. Cette argile agissait comme une barrière coupant l'humidité et le froid venant de la terre. Mais la véritable technologie résidait dans le lit lui-même. Les données provenant de la grotte de Siboudou en Afrique du Sud prouvent que des plantes spéciales comme Cryptocarya woodii étaient étalées sous les lits. Ces plantes n'étaient pas là pour l'esthétique, mais pour la survie, car l'odeur chimique qu'elles dégageaient protégeait le dormeur des insectes et des parasites. Se réveiller à cause d'une piqûre d'insecte par moins 40 degrés et briser l'isolation n'était pas seulement une perte de confort, c'était l'effondrement de l'équilibre thermique. La peau de renne dont il se couvrait était le produit de haute technologie de la nature. Les poils de renne sont creux, ces tunnels d'air microscopiques emprisonnent la chaleur selon le principe des thermos modernes. Porter ou se couvrir de fourrures en double couche
l'une tournée vers l'intérieur, fur in, et l'autre vers l'extérieur, fur out, permettait de préserver la température corporelle avec une efficacité proche de 100% grâce à l'air stagnant, piégé entre les deux. Parfois, malgré tous ces calculs, des micro-crises survenaient. L'heure la plus sombre de la nuit est celle où le vent change de direction et trouve le point faible de l'abri. Dans les abris en os de mammouth de l'établissement de Mézirich, lorsque le vent forçait le rideau de cuir à l'entrée, le flux d'air à l'intérieur changeait. Dans ces moments-là, la panique tue plus vite que le gel. Même si l'amygdale dit « fuis », le cortex frontal doit dire « arrête-toi et réfléchis ». Dans ces secondes critiques où le feu menaçait de s'éteindre, personne ne parlait. Car parler signifiait gaspiller la vapeur chaude sortant de la bouche. Le silence à l'intérieur de l'abri n'était pas un silence de bibliothèque, c'était un silence de champ de mine. Le feu était alimenté par des os de mammouth plutôt que par du bois. L'os brûle beaucoup plus lentement que le bois et possède une masse thermique élevée, mais il est difficile à allumer. Un faux mouvement fait avec un esprit ensommeillé pouvait étouffer le feu ou laisser entrer une fumée toxique. Il n'y avait pas de place pour l'erreur dans ce système. Une ouverture d'1 millimètre équivalait à 4 heures de perte de chaleur, ce qui équivalait à un enfant ne se réveillant pas le matin. Chaque ligne de ces protocoles a été écrite avec les erreurs mortelles commises dans le passé. Les archives archéologiques nous chuchotent non seulement les succès, mais aussi les échecs. Les traces de familles mortes de froid après qu'une tente mal montée se soit déchirée sous l'effet du vent sont cachées dans la mémoire de la Terre. L'une des plus grandes erreurs était une mauvaise exécution du banking, couvrir le feu. Recouvrir les braises de cendres avant de se coucher pour que le feu brûle lentement était un art. Si la cendre était trop épaisse, le feu étouffait. Si elle était trop fine, les braises ne tenaient pas jusqu'au matin. Les groupes qui ne parvenaient pas à maintenir cet équilibre se réveillaient le matin avec des corps durs comme de la pierre, ou ne se réveillaient pas du tout. De plus, l'humidité est la complice la plus insidieuse du froid. La sueur accumulée dans les vêtements ou le lit gèle la nuit et invite la glace à l'intérieur. L'isolation devait donc être respirante. Cette connaissance a été perfectionnée par l'analyse des survivants qui se sont demandé pendant des milliers d'hivers: pourquoi sont-ils morts cette nuit? Pendant que vous lisez ces lignes dans votre chambre chaude, ces gens ont sacrifié leurs doigts, leur nez et leurs proches pour apprendre cette information. Dans cette guerre de survie, il y avait aussi une compétition et une coopération interespèces. Les Néandertaliens et les Homo sapiens ont combattu le froid avec des stratégies différentes. L'avantage des Néandertaliens était biologique. Leur masse musculaire plus dense et leur structure trapue leur conféraient une supériorité naturelle pour conserver la chaleur corporelle. Leur métabolisme basal élevé produisait de la chaleur en permanence, comme un poêle. Cependant, Homo sapiens, c'est-à-dire nous, a comblé ce déficit biologique par la technologie. L'aiguille à chat trouvée dans la grotte de Denisova en Sibérie et datant d'il y a 50 000 ans était l'une des plus grandes armes de l'histoire de l'humanité. Grâce à cette aiguille, nous avons pu coudre parfaitement les fourrures entre elles et produire des armures thermiques ajustées au corps et imperméables au vent. Comparés aux peaux amples des Néandertaliens, ces vêtements cousus multipliaient l'efficacité thermique. Mais la plus grande arme n'était ni l'aiguille ni les muscles. La plus grande arme était la mathématique du blottissement, huddling. Alors que les chances de survie d'un individu seul étaient de 12%,
celle d'un groupe de 5 personnes dormant blotties les unes contre les autres montait à 80%. Ce n'était pas seulement un rapprochement émotionnel, c'était une pure règle de physique, réduire la surface totale. Lorsque 5 personnes s'unissaient, la surface exposée au froid diminuait de 35%. Les familles dormant imbriquées comme un puzzle se transformaient en fait en un seul organisme géant. Lorsque les individus au centre se réchauffaient, ils passaient sur les bords, et ceux des bords venaient au centre. C'était un cycle thermique doté d'une conscience de ruche. Lorsqu'un jeune chasseur construisait son premier abri et qu'un vieux chef lui disait « Non, ne mets pas cet os-là. Tu coupes le flux d'air. » C'était le transfert d'une base de données de 60 hivers. Ce vieux chef avait construit 400 abris et en avait vu 67 s'effondrer. Le savoir coule ainsi, de douleur en douleur, des doigts gelés aux jeunes esprits. C'est pourquoi vous pouvez vous asseoir près du poêle aujourd'hui. Ils ont perfectionné le système. Chaque génération a amélioré l'isolation de 3%. Et des milliers de générations plus tard, vous êtes en vie. Ouvrez les yeux. Sortez de cette grotte, de cette steppe glaciale. Le confort que vous possédez aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Votre lit chaud, vos murs, votre thermostat, tout cela est l'héritage des principes d'ingénierie testés dans cet enfer glaciaire. Ils ont fait de la survie un art, une science. Aujourd'hui, quand l'hiver arrive, nous changeons simplement de manteau, alors que chaque nuit, à chaque changement de vent, à chaque coucher de soleil, on dansait sur cette ligne mince entre la vie et la mort. Leur lutte n'était pas une agitation primitive, c'était l'opération de survie la plus disciplinée que la planète ait jamais vue. Cette connaissance est le trésor le plus coûteux de l'histoire de l'humanité. La solution à ce paradoxe mortel de l'eau à l'ère glaciaire n'était pas la force brute, mais une pure intelligence thermodynamique. Jeter de la neige dans sa bouche et la faire fondre avec la chaleur de son corps est une faillite biologique. Car le changement d'état de l'eau, passage du solide au liquide, nécessite 80 fois plus d'énergie que de chauffer l'eau. Les calories dépensées pour faire fondre une poignée de neige dans votre estomac annulent les bienfaits de l'hydratation que vous obtiendrez de cette eau. L'hypothermie déclenchée par la baisse de votre température corporelle scelle alors votre sort. Nos ancêtres ne sont pas tombés dans ce piège. Ils ont inventé le système de digestion externe. La solution était cachée dans l'anatomie des animaux qu'ils chassaient. L'estomac d'un mammouth ou d'un bison est un sac biologique imperméable, flexible et extrêmement résistant. Cependant, vous ne pouvez pas mettre ce sac directement sur le feu. Il brûlerait et se percerait. C'est ici qu'intervient une ingénierie de génie. Si vous ne pouvez pas amener l'eau au feu, vous amenez le feu à l'eau. Les pierres de la taille d'un poing, fréquemment rencontrées dans les archives archéologiques et appelées pot boilers, pierres de chauffe, sont la preuve de cette technologie. Ces pierres résistantes à la chaleur, qui n'éclatent pas au feu, collectées dans le lit des rivières, étaient chauffées dans les braises jusqu'à devenir incandescentes. Le processus fonctionnait avec la précision d'une expérience de laboratoire. Un trou creusé dans le sol était tapissé de cuir tanné ou de tripes d'animaux, puis rempli de morceaux de neige propres et de glace. Ensuite, les pierres devenues incandescentes dans le feu étaient soigneusement saisies avec des pinces en bois de cervidés et déposées dans ce récipient rempli de glace. Le sifflement et la vapeur s'élevant au moment où la pierre touchait l'eau était le bruit de la vie. Les pierres brûlantes transféraient leur énergie à la glace, assurant la fonte en quelques secondes, et portaient même l'eau à ébullition pour tuer les bactéries. Les pierres refroidies étaient retirées et remplacées par de nouvelles. Grâce à cette méthode,
des litres d'eau stérile étaient obtenus sans dépenser une seule calorie d'énergie corporelle. Cependant, obtenir de l'eau n'est que la moitié de la bataille. La garder à l'état liquide est l'autre moitié. Par moins 45 degrés, l'eau commence à geler dès qu'elle sort de son récipient. C'est pourquoi des protocoles de transport thermique ont été développés. Les chasseurs ne portaient pas les sacs en boyau remplis d'eau, les ancêtres des gourdes, à l'extérieur, dans leurs sacs. Ces sacs étaient suspendus sur leur corps, à l'intérieur de la couche la plus interne de leur fourrure, en contact direct avec leur peau. La chaleur résiduelle dégagée par le corps empêchait l'eau de geler. Ainsi, un chasseur de l'âge de glace portait une charge de glace sur le dos et une charge de feu dans la poitrine pour survivre. Ce liquide clair qui coule aujourd'hui chaque fois que vous ouvrez le robinet était une victoire d'ingénierie il y a 24 000 ans. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'ils ont appris à distiller le feu de la glace, l'eau du feu et la vie de l'eau. Pour l'homme de l'âge de glace, l'eau n'était pas seulement une boisson, c'était un carburant thermique. Et le prix pour obtenir ce carburant était un jeu d'intelligence qu'il fallait gagner chaque jour. Cependant, ne vous détendez pas. Vous êtes maintenant dans l'abri, votre feu brûle, votre température corporelle s'est stabilisée à 36,7 degrés et vous êtes en sécurité. Mais votre horloge biologique continue de tourner. Dans 10 heures, ce feu qui vous a permis de survivre commencera à vous dessécher de l'intérieur. La déshydratation est un tueur plus lent que le froid, mais plus certain. Car boire de l'eau à l'ère glaciaire est un pari bien plus mortel que de la trouver. Chaque source d'eau à l'extérieur est dure comme un rocher gelé ou remplie de bactéries qui vous tueront en quelques secondes. Manger de la neige serait votre dernière erreur, car l'énergie corporelle que vous dépenserez pour faire fondre la neige est supérieure à l'eau que vous obtiendrez. Alors, dans un monde où tout est couvert de glace, comment trouverez-vous de l'eau sans geler vos organes internes et sans épuiser votre énergie? Que ferez-vous lorsque vous devrez dépenser l'effort nécessaire pour chasser un mammouth juste pour une gorgée d'eau? Les réponses reposent encore sous la terre, à côté des os de nos ancêtres. À l'ère glaciaire, le savoir c'est la vie, l'ignorance c'est mourir de froid. Abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, nous résoudrons